Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge. Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consommations et en tirer les autonomies, c'est le QE en version 350 plus AMG Line. Wouhou! Pourquoi le plus? Je ne sais pas. Ouais. Et c'est une Mercedes, on ne l'a pas précisé. Mais c'est Ah bah oui, mais oui. l'étoile. Alors on attaque. Donc il faut savoir que le QE en version 350 plus, elle peut s'acheter à partir de 83 000 et On des parle des brouettes. prix maintenant. On essaie d'en parler. Quand c'est cher. En plus, quand c'est cher, ça verrait. Mais Le problème c'est que ça varie tout le temps, alors c'est voilà. chiant. En tout cas, de base, elle peut s'acquérir à partir de 83 000 euros et quelques. Voilà. Là, dans la configuration qu'on a avec une ribambelle d'options, Une ribambelle, c'est exactement ça. elle arrive à 110 000 euros. Donc là, en l'occurrence, on a les jantes 21 pouces, en sachant que d'origine c'est 19 pouces. Ils sont molles. Ouais, c'est du bel jante, mais c'est pas. Jamais content. Là. Donc 21 pouces, donc forcément, 21 pouces, 19, veut dire. Consommation Voilà, donc elle va pas consommer la et moins. autonomie réduite. C'est ça. Donc quelle est l'autonomie? Dans cette configuration-là, elle est donnée pour 563 km d'autonomie WLTP. Ouais, mais avec des petites jantes. Avec la meilleure configuration, elle pourrait faire 626 km. Voilà. Il y a quand même moyen de gratter un peu si 21 pouces, c'est énorme. Bah ouais. Sinon au niveau batterie, donc c'est un sacré Aïe, gros aïe, bébé. aïe. On a 100 kWh de batterie, Aïe aïe aïe. mais donc 89 utiles. 100 C'est assez kWh énorme. de batterie, mais mon dieu. Au niveau puissance, donc là c'est une propulsion. Elle existe aussi en 4 roues motrices, nous c'est la version propulsion. Elle a quand même 292 chevaux, soit 215 kW, et 565 Nm de couple, ce qui est quand même pas négligeable. Ouais, mais Mais pourtant, quand on était dedans, tu mets quelqu'un qui roule en diesel dedans, il va dire waouh. mais quand on est dedans, on se rend compte qu'il manque un petit truc par rapport à ce que la voiture permet. Voilà. Bah d'ailleurs, en parlant de temps de 0 à 100, celle-là elle le fait en 6,4. Par contre, elle peut aller jusqu'à 210 km/h. Et du coup, là où je pense que le bas blesse dans tout ça, justement, ce qui a fait 2385 kg. Voilà. On en est où là dans cette fiche? Ça dure des heures. Et on a commencé hier, j'ai l'impression. T'as qu'à me poser la question de la recharge comme ça j'attaque. Ah non, vas-y. Bon. Et niveau recharge, donc sur les bornes en courant alternatif, donc soit à la maison, soit sur les bornes en ville principalement, elle peut charger à 11 kW et 22 kW en option. Et alors sur l'autoroute, en DC, sur les bornes rapides? Alors en Très DC, rapide. C'est très rapide aussi. Et excessivement rapide. donc en DC, elle peut aller jusqu'à 170 kW. Ouais. Nous en l'occurrence, on a déjà fait un road trip avec. Que vous pouvez voir sur notre chaîne. Ouais, tout à fait. Où là, on est arrivé nous à 30%, par contre, on n'est pas descendu à 10, donc peut-être que c'était plus à 10. En tout cas, nous à 30%, on a vu 150, 155 de mémoire. En tout cas, eux, ils annoncent un 10-80% en 31 minutes. Et nous, on a fait un 35-80 en 28 minutes. Et je dirais que c'est tout pour cette fiche technique. Wow. Je vais changer les cartes SD, elles sont remplies. Bon, c'est quoi le Ioniq 28 Challenge? On prend deux voitures. La voiture qu'on essaye et la Ioniq 28. Tout le temps la Ioniq 28. Donc on fait un parcours ville, un parcours route, un parcours autoroute. Et à chaque fin de section, on compare la consommation des deux en pourcentage. À la fin du test, on met notre grosse voiture, tac, on la met à charger ici. Et on regarde combien la borne nous indique avoir renvoyé la voiture pour la mettre à 100%. Et on compare avec ce que la voiture nous indique avoir consommé. Et ça fait un écart, ça s'appelle l'écart à la recharge. Et donc c'est l'écart entre les deux voitures en pourcent plus l'écart à la recharge qui fait le classement final, parce qu'il y a un classement sur le site lachaînev.fr. Et l'intérêt d'utiliser toujours la Ioniq 28, c'est comme si on avait comparé toutes les voitures en même temps, et du coup elles sont comparables entre elles. La Ioniq 28, elle est là dans tous les essais. C'est une voiture témoin. Voilà. Ce n'est pas une comparaison directe. Évidemment, abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez pas rater nos futures vidéos. Pourquoi on vous demande de vous abonner? D'abord parce que si vous voulez pas rater les vidéos, c'est plus pratique. Oui, ça déjà. Et ensuite, nous, plus on a d'abonnés, Plus on peut demander des bagnoles, et surtout plus on peut les garder longtemps potentiellement, et surtout du coup faire un road trip, tester bien la voiture avant de faire le Ioniq 28, et du coup avoir pas mal d'informations à vous donner. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur... Pas ici, hein. Non, vous pouvez pas nous rejoindre ici. Sur... Insta, Et Facebook. il y a une tradition, bien sûr. À chaque fois qu'on fait un nouveau Ioniq 28 Challenge, on prend cette odieuse personne en photo, boum, et je la poste sur Insta. Ce qui veut dire que les gens qui nous suivent sur Instagram sont au courant qu'on essaye la Mercedes EQE, et ceux qui ne sont pas abonnés, Ils le sauront quand ils auront la notification s'ils sont abonnés. Ouais, et s'ils ne sont pas abonnés sur YouTube, Ils rateront la vidéo. et toute une vie qui s'effondre. C'est ça. Alors qui est-ce qui conduit? Jante 21 pouces, moteur puissant, Moteur qui a de la gueule. voiture de dealer de drogue, c'est pour toi. Je valide complètement. Voilà, et moi je garde ma Ioniq. Ça et me c'est va. parti. Allez. Allons-y. Et sois prudent, hein. Toujours. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste-de-Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation.
Bon voilà, on est dans le QE. Donc on va commencer par régler la régène. Donc la régène, faut la mettre au max. Bonjour, Ouais. ça se passe bien? Oui. Là, je vais m'installer derrière pendant que tu prépares. Oh, putain, le relou. Donc, niveau, on va régler donc, la clim. Donc la clim, hop, on va sur le menu climatisation. Hop. On l'active. Donc là, on est à 22 des deux côtés. On est en auto. On va mettre en synchronisé même. Hop. Sinon, température extérieure, on est à 16,5 degrés. Donc parfaitement dans le protocole, entre 15 et 25. On remet à 0. Alors là, il y a deux trips. Donc il y a depuis départ, c'est quand on a mis la voiture. Donc celui-là, je vais le laisser, vu qu'on l'a réinitialisé dès que la voiture était chargée. Je vais juste réinitialiser celui-là. Hop. À 0. On parle de ton amour pour le toucher des boutons. Au début, j'étais vraiment pas fan du tout. Montre, comment Voilà. C'est que c'est voilà, c'est plat effleurement en fait. Il n'y a pas de retour haptique, ça vibre pas, donc c'est pas comme sur une ID où là, c'était pas très agréable. Et au final, on finit par s'y faire. Sinon, pour finir les réglages, là je suis actuellement en récupération normale. On voit qu'il y a les palettes pour faire plus et moins, enfin moins et plus plutôt. Là je peux pas le changer parce qu'il faut que je mette en mode drive pour ça, donc on le fera en partant, on le mettra en régène max. Ça veut dire qu'il faut le mettre à chaque fois qu'on repart. Après on n'est pas non plus en roue libre, il est en normal par défaut. Donc 22 degrés, régène max, on va le faire en partant. On a remis à 0 et on est, ah oui important, on est en quel mode? On est en mode, alors là on est en mode sport. Et le mode confort qui est le mode donc normal. On peut aussi faire le mode éco qu'on va pas utiliser dans notre test. Et le mode personnalisé où là on peut choisir pour chaque type conduite, moteur, lequel on veut. Donc on pourrait aussi se mettre dans celui-là parce que là on était en mode confort dans les trois. Ouais, ce qu'il faut juste, c'est se voilà. mettre en mode confort pour le moteur et puis après. Voilà, donc Et on peut déconnecter le SP. Je dis ça, je dis rien. donc voilà, la voiture est prête. J'attends juste que JC retourne dans sa voiture et qu'il arrête de squatter la mienne. Donc ce serait bien que tu retournes dans ta voiture, JC, pour qu'on puisse partir. Non, merci pour l'accueil. Il y a moins de place dans le QE que dans la Ioniq 6. Bon, il y a de la place T'as quand essayé même. la Ioniq 6? Ouais. Putain, Eh ouais. le cul quoi. D'ailleurs c'est marrant, il y a un petit bruit, pourtant j'ai pas l'impression que ce soit la clim, ça fait un petit wouh, comme si c'était le bruit extérieur au cas où j'avance. Bon, bah allez, vas-y, passe devant. Allez, donc je mets mode drive, je passe en mode régène max, donc forte récupération. On n'a aucune récupération, récupération normale ou forte récupération. Par défaut, il se met tout le temps en récupération normale. Hop. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de montrer que j'étais en mode one pedal et c'est le mode extra lent. Le mode extra lent, il faut le désactiver si on veut avoir le mode one pedal. C'est super parlant d'ailleurs, mode extra lent. Le mode extra lent, c'est le mode rampage. C'est ça, quand on met le mode extra lent, ça veut dire quand on lâche le frein, elle va avancer extra lentement. En gros, elle va juste ramper quoi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le menu, il est un petit peu fouillis et parfois, il y a des termes, on pourrait presque dire des traductions, qu'on comprend pas trop et qu'on trouve un peu mal définis, quoi, comme le mode extra lent. Le mode extra lent. Ouais, je suis d'accord. Bon, en tout cas, là, on vient de partir, on est à 100%. Je suis en mode forte récupération. J'ai pas de message qui m'indique que la récupération est limitée. Moi, au niveau feeling, je le trouve similaire à quand elle n'était pas chargée à 100%. Bon, esthétiquement, en tout cas, dans cette livrée noir mat, elle fait vraiment voiture de dealer, quoi. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as dit de la conduire? C'est ça, j'ai pas envie de me faire... Oh putain, il y a la police juste devant, tu vas te faire arrêter. Je vais me faire braquer les voies. Je fais un go fast. Bon, les go fast en voiture électrique, je pense que c'est une mauvaise idée. Ok, donc on a vu qu'il y avait 3 niveaux de régène, aux palettes, que quand on redémarre, elle se met toujours dans la régène 2, ce qui est relou, on comprend pas pourquoi les gens font ça. On a vu qu'il y avait du one pedal. Tu trouves comment la régène? Très bien. Enfin, j'ai pas été limité dans mon usage à me dire tiens, je trouve qu'il faut souvent que je freine mécaniquement. Vas-y, petit pronostic pour le 80 à 0 km/h. Ouais, je pense qu'elle sera entre 120 et 140. Ouais, mais donne un chiffre là, c'est pas... Allez, ça me paraît quand même pas mal. Allez, 125. Ah ouais, moi je dis plus 140, ok, on verra. Niveau confort, sachant qu'on a les suspensions pneumatiques pilotées de ouf. Bah, d'ailleurs, on part en suspension pilotée, quand on va là sur voiture, hop, on peut relever le niveau. Alors, pas relever le niveau de la chaîne, hein, c'est relever le niveau de la voiture. Ça serait trop beau. C'est que là, quand on roule en dessous d'une certaine vitesse, on peut relever le niveau, voire même mémoriser la position GPS de quand on a relevé le niveau. Et de manière à si par exemple on a un Dodan ou j'en sais rien, on peut mémoriser l'emplacement, on relève la voiture. Et du coup, elle va se relever et permettre de passer plus facilement. Ouais, automatiquement quoi. C'est ça. Donc on revient au confort, tu t'en penses quoi? Le confort, c'est filtré à mort. Et même sur autoroute, on le verra tout à l'heure, mais pour ramener de Paris, on est, je sais pas comment on pourrait dire d'ailleurs.
Un tapis volant, voilà, c'est ça, un tapis volant. Et les sièges? Ah, les sièges, ils sont très très bien. Franchement, en plus au niveau réglage, alors moi j'aime pas les réglages dans la porte. Après, les amoureux de Mercedes, du coup forcément, ils ont l'habitude. Ouais, mais même au toucher, au-delà de l'emplacement, le toucher, il est naze. En fait, le bouton bouge quasiment pas. Donc c'est une force, comme s'il il avait une résistance où il sent combien de résistance il se prend dans la tête. C'est pas, moi, je suis pas fan. Par contre, ça va jusqu'à régler l'appui-tête. Hein. Et les sièges, ils sont comment, durs ou mous? On est plutôt dans le mi-dur mi-mou là. non, c'est du mi-dur mi-mou, mais moi c'est ce que limite, je pourrais dire c'est ce que j'aime là, tu vois. Au niveau plastique, finition, on est sur une voiture à 120 000, est-ce que ça les vaut là? C'est incomparable avec des voitures plus entrée de gamme. Même le haut de gamme de Hyundai, c'est pas comme ça. Hein. Là, on sait qu'on paye aussi la voiture pour tout ça. Là. Et le seul truc que j'aime pas trop, c'est tous ces effets tablettes là, par exemple pour les montants de porte avec les réglages des sièges et des poignées. Ce côté piano black un peu en mode tablette des deux côtés, ça je suis pas vraiment fan. Et pareil au niveau de l'habitacle, il y en a qui aiment, d'autres moins. C'est limite un peu trop sport, parce que là on a un peu trop les jambes dans un trou, on a un peu ses jambes enfermées dans un cockpit. Je suis pas fan de cet intérieur, j'arrive pas à m'y faire. J'aurais préféré l'intérieur où c'est l'effet grosse dalle, je pense que ça m'aurait fait plus kiffer l'autre que ça où il y a on sent que c'est des dalles qui sont en suspension par-dessus. Alex, petit point conso là? J'étais en train de regarder en même temps que tu me disais ça et je pense qu'elle est faite pour faire de la route quand même. En même temps. Elle pèse 2300 kg, une batterie de 100 kWh. Ah mais à traîner tout ça, ça va être un enfer en ville. Ah tiens, j'ai eu une alerte à l'instant en vision tête haute qui me dit attention, passage piéton. Alors soit parce que j'arrivais trop vite sur le passage piéton, mais ah bah je l'ai encore là. Bah non, c'est en fait, alors soit il voit le piéton, attends je vais voir, il n'y avait pas de piéton au suivant. Ah non, tu vois, il n'y avait pas de piéton, bah il m'a pas mis attention piéton. C'est pas mal. Ah, il y a un truc dont on n'a pas parlé, Alex. Les manœuvres à basse vitesse. Est-ce que la pédale d'accélérateur, elle est sensible et on peut faire des belles manœuvres sans avoir peur si on doit avancer de 50 cm pour se rapprocher d'un mur, de se bouffer le mur? Alors moi, je trouve que c'est pas assez sensible. En fait, quand on a désactivé le mode extra lent et qu'on fait tout à l'accélérateur pour la faire avancer, elle bondit quand même légèrement. Et c'est pas forcément très très facile de faire les manœuvres. C'est pas mal, mais c'est pas au niveau d'une XC40 ou d'une Tesla. Voilà. Cette voiture, elle est quand même assez imposante. C'est un truc dont on parle jamais dans nos tests en général, mais là, pour l'avoir essayé, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, en ville, la maniabilité, c'est surtout la visibilité, c'est quand même compliqué, non? Ah ouais, alors elle est quand même très imposante. Alors on a une vision 360, on a des radars de partout avec plein d'informations qui peuvent aider à faire, mais on a tendance à être un peu encaissé en plus sous le tableau de bord, donc on a des gros problèmes je trouve de visibilité quand même pour se rendre compte si on va pas toucher quelque chose. Et effectivement, je suis pas très rassuré quand je fais les manœuvres. La ceinture de caisse est très haute, les vitres sont hautes, ce qui fait que Et tout est haut, t'es encaissé dans la voiture en fait. Dans les manœuvres, c'est pas du coup très rassurant. Après, je pense que c'est une habitude à prendre. Qu'est-ce que tu penses du système? Bah, je pourrais presque dire que c'est... Enfin, ouais, pour moi, c'est le meilleur système que j'ai utilisé. Tu préfères ça qu'Android Auto? Motive? Pardon. Bah là, pour avoir utilisé le planificateur, je préfère ce que propose là tout embarqué Mercedes que la version actuelle d'Android Automotive. Alors, si vous l'avez pas vu, on a fait un road trip avec cette voiture. On l'a descendu de Paris à Bordeaux. On a testé le planificateur, les aides à la conduite, etc. Donc ça, c'est dans une vidéo qui est là. Donc franchement, allez la voir. Allez la voir, cette voiture, pour les longs trajets, elle est incroyable. C'est franchement, c'est la grosse découverte là. C'est la première Mercedes qu'on essayait. Et là, pour le coup, Mercedes sur la partie gestion infodivertissement électrique, pour moi, c'est ceux qui ont fait le meilleur système. Enfin, tout est pensé par des gens qui doivent rouler en électrique ou qui, en tout cas, ont bien étudié le sujet, qui n'ont pas dit tiens, on va faire une électrique comme les autres. Bon bah voilà, on arrive. Hein. Hop, on va s'arrêter, prendre les relevés. Bon, voilà, on a maintenant les consos ville. Il faudra les ajuster en fonction de la conso qu'a fait JC avec la Ioniq. Et on verra tout ça en fin de vidéo. Attention, attention. Compète de descente de vitres. Vous savez à quel point c'est important pour nous. 1, 2. Ioniq wins, voilà. Encore une fois. Et surtout, grosse déception, la fenêtre passager et conducteur ne s'ouvre pas entièrement. Enfin, sur une voiture à ce prix-là, c'est quand même hallucinant de devoir se taper la vitre
Alors qu'en plus, on est enfoncé dans la caisse, mais la porte n'est pas assez grande encore, tiens. Là, je sais pas si on le voit. Attends, je vais essayer de zoomer. Voilà. Il y a un tout petit bout de vitre qui reste. Enfin, un petit bout, il est pas petit quand même, hein. Il fait un doigt. Hein. En plus, c'est l'endroit où tu poses le coude, donc tu te le fais cisailler. Je crois que je connais aucune voiture où la vitre dépasse ici et pas là. Hein. Si, les voitures qui sont comme ça. ça descend vers l'arrière. Mais surtout que t'es enfoncé dans la voiture, la porte, t'as l'impression qu'elle est immense, mais elle est pas assez grande pour contenir la vitre. Attends, t'as ça et la vitre fait ça. C'est quand même pas compliqué de la faire descendre en dessous. Tiens d'ailleurs, attends, je vais me décrocher parce qu'il y a des choses à montrer quand même avec les vitres de cette voiture. Maintenant, on va tester si les passagers arrière peuvent voyager avec le coude à la fenêtre. C'est parti. Ah bah oui, parfait. Par contre, c'est ça qui est bizarre. C'est que donc tu as ce custode et quand tu ouvres la porte, il y a ça qui reste. Et attends, on va tester à l'arrière, vas-y. Bonjour. Ah, tu vois, ça gêne un petit peu, mais bon, ça va. C'est une Mercedes. Donc en fait, c'est fait pour les places arrière. Et ben En fait, on justement, s'en fout que le mec qui est devant, il a la fenêtre qui dépasse. ah, dès que tu dis Mercedes, ça casse les Ouais. En fait, le elle s'en fout en fait. Eh, attends, Mercedes, raconte-moi une blague. Excusez-moi, mais ce n'est pas pour leur humour que les ingénieurs allemands sont réputés. Ça, c'est très bon quand même. C'est drôle, hein. C'est drôle. Bon, allez, on se casse. Allez. Moi, conso normal. Hein. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Allez, un petit Shifumi pour partir. Allez, Y'a pas le puits, hein. je vais te le foutre dans le... Allez, pas de grossièreté sur cette chaîne. Shifumi. Bon, bah allez-y. Surtout qu'il n'y a aucun intérêt à partir devant en fait. Oui, donc Shifumi. Pourquoi Shifumi? C'est celui qui gagne, qui part devant. Mais on s'en fout. Parce qu'au milieu de la route, bien sûr, comme d'habitude, moi je suis devant, milieu de la route, hop, on va faire comme ça. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne veut pas donner un avantage aérodynamique à une des deux voitures et qu'on vient nous casser les couilles en commentaire en nous disant oui, mais l'autre était devant. Non, on avait pensé à ça dès le début, on est des malins. Est-ce que tu as la détection de passage arrière? C'était pas très clair, hein. Je pourrais pas te dire. Ah, si là il me détecte. Si, elle a détecté la voiture qui arrivait là. Et quand je fais marche avant, marche arrière, le forte récupération reste. Oui, bah heureusement, putain, ce serait un enfer. Allez, on est parti. Alors moi j'ai une question à te poser, Alex. Je pense que non, mais bon, je demande à tout hasard, pour une voiture à 120 000 euros, est-ce qu'elle est équipée d'un régulateur de vitesse? Ah non, faut tout faire à la pédale. Donc en fait, c'est une blague en fait. Oui, tout à fait. Donc oui, elle est équipée de régulateurs adaptatifs, intelligents, tout ce que tu veux. On peut directement appuyer sur RES et ça active le régulateur. Et soit on fait en sorte dans les menus pour que ça se mette directement quand on fait RES à la vitesse limitée actuellement. Soit on dit non, je veux le faire moi-même. Et du coup, quand on fait RES, ça met la vitesse à laquelle on est actuellement. Et après, on règle à la main. Et si on appuie sur RES, ça met la valeur du panneau qu'il a détecté. Là, tu es en lane assist, je suppose. Tout à fait. Alors, lui, il est activé tout le temps. Enfin, il y a une alerte de franchissement qui est active tout le temps. Après, quand on active le régulateur, là, il passe en mode plus autopilote. D'ailleurs, le volant est un peu plus rigide, un peu en mode Tesla. Et le volant est capacitif, donc du coup, il y a juste besoin de le toucher pour qu'il reste activé. Par contre, il est moins sensible que la i4 ou la Mégane. Parce que ça nous est arrivé plus souvent qu'ils nous avertissent touche le volant alors qu'on avait bien un doigt dessus ou voilà, on était en contact, mais pour lui pas suffisant comme présence. Mais par contre l'autopilote, il me tarde de l'essayer à l'autopilote challenge parce qu'on l'a renommé, on va faire un peu plus de choses dans la notation. Voir si elle passe le S de la mort, elle me semble assez prometteuse. Et même quand on se met entre des voies, elle va faire en sorte de retrouver une des deux voies si jamais on est au milieu. Contrairement à une BM où quand on se mettait entre deux voies, là elle savait plus où elle était, tant que tu la remets pas dans les rails, elle raccrochait pas quoi. Et là ouais, on est en train de rouler. Et là sur la carte, on voit à gauche qu'il y a une borne qui est rouge, 0 sur 1, 48 kW. Donc là il nous indique qu'il y a une borne de recharge qui est ici. Mais qu'en fait elle n'est pas disponible, soit parce qu'elle est occupée, soit parce qu'elle est considérée HS. Et ça c'est quand même top, juste en roulant, de voir les bornes. Et là on voit autour, là on voit plein de bornes où il y a marqué 3 sur 4. Après il faut cliquer dessus pour voir à quoi elles correspondent. Mais on voit en permanence sur la carte les différentes bornes qu'il y a autour de nous, qui sont dispo ou pas, et le nombre de bornes qu'il y a. Et même la puissance, alors seulement quand on est prêt, parce qu'il y en a certaines où c'est pas affiché, mais on a la puissance disponible de ces bornes là. Enfin c'est juste parfait quoi. Bon allez, on rentre, ça y est. Vous la voyez là? La grande ligne droite qui va jusqu'à Sanguinet, dans les Landes.
Attends, double. Je double par où là? Fais-moi l'intérieur, vas-y. Arrête de rouler. Bah vas-y. Allez, c'est parti. Ça a été compliqué là, on a failli se percuter. Allez. T'as le lane assist là? Tout est vert. Mais c'est vrai que tu vois, c'est là où elle voit quand même vachement bien parce que tu vois, certaines voitures, on sent qu'elles sont un peu limites dans ce qu'elles peuvent voir. Bon, après, la Tesla, elle voit très très bien, mais là, on voit que le volant il reste ferme. On retrouve vraiment le phénomène qu'on apprécie chez les Tesla, quoi. Là, pour moi, je la laisse vraiment conduire. Hein. Voilà, là, je viens d'avoir le message tenez le volant alors que j'ai la main depuis tout à l'heure sur le volant. J'ai oublié de te demander un truc tout à l'heure. Est-ce que au régulateur, quand ça ralentit, ça régène? Alors, je le vois pas ici. Ah si, je le vois là sur l'écran. Si, on voit bien le charge. Ok, deuxième question. Si tu freines à la pédale, est-ce que ça régène? Là, ça régène. Oui, ça régène plus. Ok. Bon, bah très bien. Mais d'ailleurs, la pédale de frein, je la trouve un peu dure. Et du coup, quand tu dois passer de la régène accélérateur au frein, tu as un peu de mal à trouver le point où tu vas vraiment commencer à freiner plus fort en attaquant les freins mécaniques. J'ai eu un moment une petite sensation où quand j'ai ralenti et j'avais besoin de freiner plus fort, j'étais pas sûr que les freins mécaniques allaient enclencher. Je trouvais que la pédale était vraiment très dure sous le pied, quoi. Tiens, dans le virage là, t'es comment là? Ah, je suis comme une DSS Spring là. Ah oui. Bah, c'est posé. Bon allez, on arrive à la fin du trajet routier. Tiens, je te raccroche à la gueule. Fédération française du raccrochage à la gueule d'Alex. Je vous rappelle que les inscriptions sont ouvertes. Tout le monde peut me rejoindre. Je suis tout seul. Comment braque cette voiture? En même temps, elle a les roues arrière directrices, donc ça aide un peu à faire des manœuvres de qualité. Ah, si, ça braque quand même. Ça braque pas mal. Hop là, on est arrivé. Bah, c'est bien ce que je pensais. Elle fait mieux sur route qu'en ville. Vas-y, cisaille-toi la main en mettant le bras. Ah! D'ici, on voit que le tableau de bord, il fait un truc un peu, tu sais, un arrondi, comme ça là. Attends, il y a mon doigt, il est où mon doigt? Comme ça là. Ouais, bref, c'est stylé quand même. Il y en a rien à foutre de ce que je raconte. Et vu d'ici, c'est très joli. Mais quand t'es à l'intérieur, c'est un peu... Étouffant. C'est pas une voiture spacieuse, t'as pas l'impression d'être... Non, ça fait... En fait, ça, le truc, c'est que ça fait aspect cockpit sport, mais tu te sens pas comme pour autant dans une voiture... Elle est trop grosse pour être sport, je trouve. Toi qui as une Ioniq 5, où il n'y a pas de console centrale, c'est juste une planche et tout... C'est un peu too much, je trouve, moi, dans Ioniq 5. C'est un peu trop open bar. Ouais, en fait, t'es jamais content, quoi. Si, Ioniq 6, ça me plaît bien. C'est fermé, mais c'est quand même plus aéré, tu vois. Bon, allez, on se casse. On part sur l'autoroute. Du coup, tu me demandes même pas un peu la conso ou quoi? Ah pardon, excuse-moi. On s'en fout, en fait. Qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo? On regarde les consos. Alors, la conso, alors? Bah, moins que la ville. Ah. Je m'y attendais un peu. Ouais, bah ouais. Je pense que l'autoroute sera plus, mais par contre, là, on fait moins que la ville. Tu sais, des fois, on se dit, qu'on a des grosses bagnoles comme ça, un peu toujours le même type, quand on a une conso importante en ville, on se dit, ah là là, c'est peut-être le toit solaire, ah là là. Mais en fait, non, c'est juste le surpoids qui fait qu'en ville, c'est de la merde. Voilà. Donc là, on va peut-être pouvoir partir pour l'autoroute. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Bon, est-ce qu'il veut se faire ridiculiser au Shifumi une nouvelle fois, le Alex? Ah, il faut quand même en faire un. On se dit pas, tiens, du coup, il a gagné au premier, donc on fait partir au deuxième pour l'autre. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent qu'on crée une page sur le site avec les résultats du Shifumi. Je pense que c'est peut-être un peu too much. Allez, je remets à 0. Hop. Shifumi. Putain, mais c'est pas possible. Ça fait 6 mois que j'ai pas gagné un Shifumi. Oh, c'est tellement abusé, putain, j'adore. Bref. C'était le dernier Shifumi de ma vie. Voilà. Moi, je pense que le prochain que tu vas gagner, genre tu vas sortir de la voiture, mettre ton t-shirt sur la tête et faire 8 fois le tour comme ça en gueulant, quoi. Oui, je vais me huiler et sauter sur la voiture, nu. Voilà. En plus, ça fera plaisir à certains. Franchement, j'ai presque envie de te laisser gagner, tu vois. Mais je vois pas comment. Je fais un truc, tu choisis celui où tu perds. Comment faire pour que tu gagnes? Vas-y, ma passe devant. T'as remis à 0? Bah oui, je l'ai dit d'ailleurs. Allez, j'ai remis à 0, c'est parti. Par contre, la ventilation est vraiment dérangeante, hein, parce que j'entends souvent la ventile quand même. Hein. Tu te souviens sur le trajet qu'on a fait, c'était il y a 2 jours, j'espère que tu t'en souviens encore, quand il y avait ventilation plus les sièges ventilés, eh ben il y avait vraiment un bruit dans la bagnole, quoi. Alors les sièges ventilés, tu les entends encore plus que la ventilation, mais enfin surtout quand tu le mets vitesse max. Si tu mets vitesse 1, ça va, mais au max, tu les entends pas mal. Mais oui, c'est un peu bruyant au niveau ventilation. Alex, t'as mis les sons là à l'accélération? Oui, alors en mode confort, alors, ils sont activés, on peut désactiver tous les sons de base. Sinon, il y a le son pour le mode confort et le son pour le mode sport.
tant qu'on roule tranquillement, là comme depuis tout à l'heure, en fait on n'entend aucun son. Elle fait du bruit que quand on accélère franchement. Donc juste au moment où on veut se faire un peu plaisir, ça apporte un petit effet placebo en plus. Alors il y en a qui ont horreur de ça. Selon les marques, ça peut être très bien fait comme très mal fait. Là je pourrais dire que Mercedes, pour moi, est un poil en dessous de BMW au niveau de la qualité du son et de l'impression que ça donne. Si j'avais une Mercedes, je sais que je le laisserais activer. Et c'est vrai que quand tu le mets en mode sport, il est même impressionnant. Ouais, d'ailleurs ils ont même été... alors je suis un peu sur la BM, c'était comme ça. Même quand tu es en régène, tu sens que tu es un peu en train d'être en frein moteur, tu vois, t'es... Le niveau sonore dans ta voiture, il est comment? Alors, il est, je pense, dans ce qui se fait vraiment de mieux. On entend un petit peu de bruit d'air au niveau des rétros. Non, on est vraiment dans un cocon, hein. Quasiment aucun bruit de roulement. Et on entend légèrement des bruits de rétro, et voilà, c'est tout, quoi. Ok. Donc, au régulateur de vitesse, nous, il y a un truc qu'on aime bien, c'est que quand tu roules et que tu es ralenti par la voiture de devant, par exemple un camion typiquement, quand tu mets ton clignotant pour déboîter et doubler le camion, ce qu'on aime bien, c'est que la voiture commence immédiatement à accélérer, qu'elle sait que tu vas doubler, donc elle accélère pour que tu n'aies pas à mettre ton pied sur l'accélérateur. Comment ça se passe sur la Mercedes? Au début, on s'est dit, tiens, elle le fait pas, ou elle le fait pas très bien. C'est un peu mou. En fait, elle le fait pas très bien quand on active l'option changement de voie auto. Par contre, si on désactive cette option, là, dès qu'on met le clignotant, elle commence à accélérer et quand on change de voie, elle accélère suffisamment fort pour qu'on n'ait pas besoin d'accélérer avec la pédale nous-mêmes et le comportement est parfait. Donc, des bons points. Bon, sinon, tu me demandes pas pour le planificateur, au moins que je dise un truc. Si, on y va, le planificateur? Vas-y. Alex, c'est quoi les vitesses de charge sur cette voiture? Ah, putain, super. Donc, c'est 170 kW. Mais ça, on l'a déjà dit en introduction, donc je sais pas pourquoi tu me reposes la question. Parce qu'on est sur l'autoroute. Et en temps de charge, elle annonce le 10,80 en 31 minutes, d'après les infos qu'on a eues. Après, c'est toujours pareil, entre l'annonce et la réalité, il y a peut-être une petite différence. De notre expérience, je pense que 31 minutes, ça me paraît un peu optimiste. Parce que nous, on avait fait un 30-80% et il me semble qu'on avait mis déjà 28 minutes. Ouais. Donc je pense que 31, ça me paraît un peu court. Je pense que c'est plus 35. Elle est montée au 150 si je me souviens bien. Alors 170, on l'a pas vu. C'était 170 qui est annoncé. Nous, on a vu 150, mais en même temps, on est arrivé à 33%, je crois. Et c'était 150 qu'elle a tenu quasiment jusqu'à 50%. 50%, elle est passée à 95. Et là, elle est restée à 95 flat jusqu'à 80%. Alors attention quand même, il faut rétablir des choses. Donc c'est un 10,80 en 35 minutes par exemple. Mais le truc, c'est que c'est une batterie de 89 kWh qui donne une autonomie sur autoroute qui est assez impressionnante. Vous l'avez vu dans la vidéo du road trip, on a fait un arrêt pour faire un Paris-Bordeaux. Donc, enfin Paris-Arcachon même. Et l'arrêt, on l'a fait à 30%. Voilà. Donc si tu fais 2 arrêts, c'est-à-dire un arrêt toutes les 2 heures, tu vas recharger donc forcément moins. Donc tu vas peut-être recharger 20 minutes. C'est-à-dire que les 35 minutes là, c'est pas les mêmes que 35 minutes de charge en Mégane où on va avoir beaucoup moins d'autonomie. En gros, en 35 minutes avec la Mégane, on va récupérer potentiellement 200 km ou 250. Alors que celle-là, en 35 minutes, on va peut-être récupérer 300-350 km. Voilà. Bon Alex, est-ce qu'il y a un planificateur dans cette voiture? On le sait très bien, mais bon. Bah ouais, alors c'est vraiment même le meilleur planificateur qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Parce que là, j'aimerais la même chose dans toutes les voitures électriques aujourd'hui. Donc ouais, planificateur au top. Voilà, franchement... Allez voir la vidéo qu'on a faite sur le planificateur de la Mercedes. On peut pas tout expliquer là, ça serait trop long. Vraiment, allez voir cette vidéo en détail. Et puis si vous êtes un constructeur automobile concurrent, mais allez voir ce que fait Mercedes et faites pareil s'il vous plaît quoi. C'est ça qu'on attend quoi. Et en plus, on n'a pas parlé d'un truc Alex, c'est le plug and charge. Ah oui, bah, complètement. Le plug and charge, c'est le fait de pouvoir faire comme Tesla, quand on arrive avec une Tesla sur un superchargeur Tesla, on arrive, on branche, ça communique avec la voiture dit à la borne je suis un tel et en gros la charge se lance et on est directement facturé au compte client de la voiture. Là, ça pourra marcher avec toutes bornes qui sont compatibles et là la voiture on l'a essayé nous, on est arrivé chez Unity, on a branché la voiture a communiqué directement, a lancé la charge toute seule et ça a directement facturé sur le compte associé à la voiture sans qu'on ait besoin de passer un badge ou quoi que ce soit et ça c'est juste top quoi. Mais en tout cas, pour un utilisateur de voiture électrique et qui a déjà utilisé du ChargeMap, du ABRP ou autre, bah là c'est que du bonheur d'avoir ce système-là.
Donc tu as un head-up display, c'est une option dont dispose la voiture. Dans le head-up display, tu as le GPS. Ouais. Et quand tu branches le téléphone avec Google Maps, est-ce que le GPS Google Maps il est présent dans le head-up display? Ouais. Ça qui est génial, on peut bien communiquer entre Android Auto, les informations GPS avec la voiture, et du coup la voiture peut afficher le plan ou la direction à prendre, etc. qui vient de Google Maps. Mais par contre, les informations GPS, quand on utilise par exemple le GPS de la voiture en tête haute, je les trouvais un peu moins claires que celles de l'i4. Ouais. Par contre, sur le tête haute, on a bien la vision du volant, est-ce qu'il est actif ou pas, du régulateur, du panneau, toutes les informations sont présentes et bien claires. Et là, je vais en profiter, je vais faire l'essai du changement de voie auto. Donc là, je vais juste mettre une impulsion du clignotant, hop, une impulsion, là ça clignote. J'ai les mains sur le volant. Là, c'est elle qui change de voie toute seule. Là, j'ai juste la main pour pas qu'elle se désactive. Et hop, elle a coupé le clignotant toute seule. Elle est insérée dans la voie. Je le refais pour la voie d'à côté. Là, j'ai le volant qui clignote, qui m'indique bien que c'est elle qui est en train de faire le changement de voie. Hop, et elle s'insère. Ça marche bien quand on le fait dans les bonnes situations. Pour peu qu'il y ait une voiture qui détecte qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, elle va pas faire la manœuvre. Plutôt qu'attendre que la manœuvre soit possible, elle va pas la faire. Ce qui fait que d'ailleurs, nous, de notre expérience, quand on l'a fait pour descendre à Bordeaux, je l'ai utilisé moi tout le début. Et à la fin, j'ai fini par arrêter de le faire parce que une fois sur deux, elle voulait pas le faire. Et du coup, j'avais plus vite fait de le faire moi-même en fait. Ouais, voilà. Et moi, je l'avais désactivé aussi pour ma partie à moi. Bon, allez, on fait demi-tour là. C'est là qu'on sort, non? Ouais, il me semble bien que c'est là qu'on sort. Bon, allez, on va faire demi-tour donc. Donc, on se rapprochait des tapas. On va s'éloigner des tapas. On va en profiter pour changer de position. J'étais devant. Il bénéficiait de l'avantage aérodynamique. Il passe devant. Salut. Oh là là, mais tu es un gangster, non? Dans une Mercedes noire mat. Ouais. Et j'ai 3 cadavres dans le coffre. Il y a une petite Mercedes pagode qui passe sur une... Bon, bref, on s'en fout. Si tu peux éviter de dire le mot Mercedes, parce qu'il y a des fois, ça active le truc de la voiture. Énorme. Eh, Mercedes? Ah non. Elle l'a pas fait. Non, elle l'a pas activé. Et maintenant, je vais rendre fou tous ceux qui regardent cette vidéo. Ok, Google, raconte-moi une blague. Voilà, j'espère que tout le monde aura ri grâce à Google et la chaîne EV. À cette blague carambar qu'elle vous a proposée. Bon, allez, on sort de l'autoroute A63. Et donc, à ce moment-là, dans la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On demande au pilote essayeur. Donc, vu qu'on n'avait pas de pilote essayeur, c'est Alex. Quels sont les 3 points que tu as préférés dans cette Mercedes EQE 350+? Premier point, parce que c'est vraiment ce qui nous a le plus bluffé, enfin pour moi on est commun là-dessus, c'est le planificateur qui est le meilleur planificateur de tout ce qu'on a pu essayer. Pour moi c'est même mieux que Tesla parce que là il y a du choix, on peut paramétrer, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. En 2, c'est le feeling électrique franchement de la voiture. L'accélération est bonne, la régène, elle est suffisamment forte, on conduit quasiment que à une pédale sans problème. Donc ça c'est très très bien. On voit que la voiture était bien conçue pour électrique. Et en 3, l'autopilote ou l'assistant de maintien de voie plus régulateur adaptatif. En tout cas toute cette partie-là est bien homogène, fonctionne bien, on lui fait confiance. Moi j'aurais ajouté le confort. Ça filtre la route, c'est incroyable. Bon, allez, et les 3 points négatifs? Alors le premier que je mettrais, c'est quand en rapport à la régène et au feeling électrique que j'ai mis en positif, mais là c'est pour le basse vitesse. Je trouve que par contre à basse vitesse, quand on doit faire des manœuvres, c'est un peu on-off et c'est délicat de réussir, on en a parlé un peu au début de vidéo, pour pouvoir faire des manœuvres précises. Là il y aura des moments où j'aurai envie de repasser en mode rampage. Et en complément de ça, du coup en deuxième négatif, c'est du coup son gabarit et la vision extérieure qui fait que pareil, plus le fait qu'on a du mal un peu à la manœuvrer à basse vitesse, c'est un peu handicapant. Et le troisième point, là ce serait sur la vitesse et le temps de charge. Alors comme on l'a dit sur la route, en théorie, avec les 35 minutes de temps de charge, elle récupère potentiellement beaucoup de kilomètres. Mais quelqu'un qui veut vraiment beaucoup rouler et faire des gros tronçons, je suis pas sûr qu'il ait envie pour autant d'attendre 35 minutes s'il doit s'arrêter. Et je trouve ça un peu long, c'est dans la moyenne des voitures actuellement, mais du coup c'est pas dans les bons élèves, c'est plus dans la moyenne. Donc voilà, je pourrais dire les 3 points positifs et négatifs sur cette voiture. On rappelle que dans 1 minute, il y aura vraiment
le score de vitesse de charge basé sur la consommation autoroutière qu'on est en train de mesurer. Bon allez, on arrive à la fin de l'autoroute là, ça y est. Allez, la sortie avant le verdict de consommation autoroute. Hop là. Hop. Donc là, je vais prendre la photo, je vais lui raccrocher la gueule. Ah, c'est moi qui l'ai eu. Ah, c'est moi qui t'ai eu. Ah bah d'accord. Hop, je prends la conso autoroute. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les consos de toutes les voitures qu'on a essayées depuis le début sur la chaîne ev.fr. Où ça? La chaîne ev.fr. Quand tu passes en parking, est-ce que le frein de parking, le frein à main, s'active automatiquement? Non, quand on met le mode P, elle active pas le frein de parking. Ah bah tiens, mauvais point ça. Donc au niveau conso? Ouais, dans ce qu'on a un peu plus, mais quasiment de ce qu'on a vu sur autoroute. Ok. Donc quand même, ça a pas l'air terrible, terrible. Après, il y a un mais. Là, on est équipé en 21 pouces. Ah, on est à 15% de conso en plus en fait. Bah ouais. Ah ouais, mais c'est ça aussi. Arrêtez de nous prêter les bagnoles qui consomment plus, c'est nul. À la limite, moi je préfère quand ils nous prêtent une propulsion machin la plus éco, avec toutes les options, mais la plus éco. Et quand on veut tester la voiture puissante, on prend la 4 motrices, les 22 pouces, tout ce qu'on veut, mais Voilà, des roues de charrette de chaque côté là. le truc, ça dépasse, tu vois les roues tourner quand tu roules, là, t'as une sensation de vitesse quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on va essayer la régène. Allez. Bonjour, c'est le moment de la régène. On est dans une rue plus ou moins abandonnée d'une zone industrielle. Je dis qu'elle est abandonnée, il y a une voiture qui passe évidemment, comme d'habitude. Comment ça se passe? Il se met au régulateur à 80 km/h. Ah, il roule comme ça, 80. Bon, vous savez comment ça se passe de rouler dans une voiture. Quand il passe devant moi, il coupe le régulateur. Moi, je suis là-bas. Et donc, on laisse la voiture décélérer naturellement jusqu'à l'arrêt complet. Cette voiture est équipée de la conduite à une pédale, donc elle va vraiment aller à l'arrêt complet toute seule. Une fois qu'il est à l'arrêt complet, moi, avec un télémètre laser, je mesure et je vois combien de mètres il a mis pour s'arrêter complètement. Voilà, je vous montre quand même l'installation digne des meilleurs producteurs hollywoodiens. C'est la GoPro ventousée à l'arrière de la Ioniq. Je vais me mettre au régulateur à 80, je suis à 80 et je coupe. Les feux arrière de stop se sont allumés très tard par rapport à d'habitude. Je dis ça. Ah, du coup, elle va faire une très bonne performance, j'ai l'impression qu'elle n'a pas coupé très tôt. Hop, arrêté. Ça warning. Ok. Nous on dit qu'une bonne régène, une régène agréable, ni trop forte ni trop faible, c'est entre 120 et 150 mètres. Et bien là, elle a fait 130 mètres au premier essai, donc on va refaire un essai pour vérifier ça. C'est pas terrible, non? Je sais pas. Parce que je trouve qu'elle coupe pas très tôt. Ouais, elle a coupé très tard, par contre elle régène fort. Donc on va refaire un coup. T'avais dit combien toi en estimation? 125. Et moi j'avais dit 140. Ouais. Ouais. Il y en a un qui a raison. Non, c'est entre les deux. 130. Voilà, on arrive au bureau. Faut avouer qu'elle braque quand même très bien avec ses roues arrière directrices. Ouais, on va essayer de se mettre bien entre les lignes. C'est là où c'est la magie de la caméra 360. Hop. Tac. Donc là en plus quand on veut sortir, le volant se lève, le siège recule, c'est vraiment top moumoute. Non, non, top moumoute, je crois que c'est interdit, non? Ça fait partie des expressions interdites depuis 1992, je crois. Donc il n'y a pas de poignée, hein, c'est le logo. Alors il est électrique mais on a l'impression que c'est V1. Ouais, mais c'est électrique. hyper bizarre, c'est une sensation... Alors le coffre, il est comment le coffre? Il est... C'est-à-dire que c'est très épais là. Là, Oui, on se demande pourquoi il y a tout ça. Là, Voilà, là, là, le ça sac de s'arrête. golf il passe pas à cause Le de ça. sac de là. golf ne passera jamais. Et est-ce qu'il y a un sous-coffre? Oui d'ailleurs je crois que c'est assez bien rangé en plus. C'est... Bon, voilà. C'est histoire de mettre... Et il y a un frunk? Bah, pour avoir un frein, il faudrait que le capot s'ouvre. Et non, le capot ne s'ouvre pas. Donc on passe du coffre au capot. Hein, mais... Ouais, on passe du coq à l'âne. Donc et là, du non, coq. tout ça c'est verrouillé. Limite, il y a des boulons et tout. C'est que Mercedes qui peut s'en occuper. La seule chose à laquelle on a accès, c'est le lave-glace. Et du coup, c'est ici. Voilà. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre du lave-glace. Donc le câble, donc ils fournissent un câble triphasé avec la voiture. Et ils fournissent également, et là c'est assez surprenant, un chargeur, mais seulement 8 ampères. Donc c'est-à-dire que vous chargez à 1,6 kW au lieu d'être à 2,6 quand on a Le les chargeur surprise classique, c'est ça que ça. tu veux dire. 12. Et Le ça, Cro. Le Cro, tout à fait. Donc là on voit bien que c'est électrique. Au niveau de la prise,
Donc là, c'est pas électrique, c'est juste sur ressort. Donc le T2 pour la charge en courant alternatif et le capuchon pour le CCS. Donc là, en l'occurrence, nous, on n'en a pas besoin. Et il y a un bouton. À quoi sert-il? Alors le bouton, c'est vrai que c'est très bien ça, c'est qu'il permet d'arrêter la charge et de déverrouiller la prise. Du coup, même sur une prise, on avait fait le test sur une prise où on est en train de charger en combo CCS. Au lieu d'aller sur la borne et refaire le menu pour potentiellement arrêter la charge, dans certains cas, c'est pas forcément très pratique. Bah, on appuie là, ça déverrouille, ça arrête la charge et du coup sur la borne ça s'arrête, il n'y a plus qu'à débrancher et poser sur la... Les constructeurs automobiles, mettez un bouton déverrouillé ici, c'est super pratique. Alors maintenant, de plus en plus, ils le Ouais, font ouais, sur les ils le nouveaux font modèles. De plus en plus, mais il y en a encore qui ne le font pas, s'il vous plaît, faites-le. Hop. Bon, ensuite, on branche sur la borne. On attend qu'elle remonte à 100% et on pourra calculer l'écart à la recharge entre ce qu'on a vu qu'elle a consommé dans la voiture par rapport à ce que la borne a réellement envoyé. Et du coup, c'est vraiment la consommation réelle de la voiture et c'est au final ce que vous payez. Et bien voilà, on arrive au moment crucial de cette vidéo, le moment des consommations. Tout l'intérêt de la vidéo. Consommationa, comme on dit en Bolivie. C'est parti, on commence par la ville. Alors la ville, on a fait 16,3 km. On a eu un petit parcours différent au début parce qu'il y a une déviation, il y a une route qui était fermée, mais on s'en fout vu qu'on fait tous les deux la même, c'est pas grave. C'est la comparaison qui compte. 30 km/h de moyenne, donc entre nos 25-35 de d'habitude, donc tout va bien. Et moi, alors moi j'ai fait des consommations rien d'exceptionnel partout, normal. 9,3 en ville. Ouais. Voilà, la base. Ouais, bah moi ça fait 16,1. Donc franchement pour la ville, je pense que là Mercedes, oui, c'est pas une voiture faite pour la ville. C'est tout simplement le plus mauvais score depuis le début de nos tests en ville. 16,1. On passe à la route. Sur la route, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 25 km comme d'habitude, tout pile. Et à une vitesse de 64 km/h, comme d'habitude, tout pile. Donc là, on est C'est dingue quand même, c'est régulier quand même. Voilà, et moi j'ai consommé 9,7 comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais là c'est pas tout pile. Alors là pour le coup, sur route, elle a quand même fait mieux que en ville. Ouais. On sait que ça arrive assez souvent sur les voitures un peu. Exactement, sur les voitures lourdes en général, une fois qu'elle est lancée. C'est ça. Alors c'est un peu mieux. Ouais. Elle a fait 15,8. 15,8. Donc oui. je pense que c'est quand même pas dans les bons Je scores. pense non plus. que ça fait partie des pires scores aussi. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, vous l'avez vu, les consos s'affichent en bas. Avec le pourcentage d'écart. Voilà, avec le pourcentage d'écart, c'est ça qui est important. Là Quand où on voit sa taille et la thune qu'elle coûte, on se dit que c'est pas une bagnole faite juste pour aller au Lidl du coin chercher des yaourts. C'est une voiture pour faire du kilomètre. Et d'ailleurs, son plutôt des planificateur. bananes que des yaourts. Des yaourts à la banane alors. Voilà. Donc, sur l'autoroute, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait 87,5 km à la vitesse moyenne de 118 km/h, donc c'est plutôt rapide. On a bien roulé. Et moi, j'ai fait une conso vraiment comme d'habitude, 15,5 kWh au 100. Alors là, c'est pas la pire. C'est quand même élevé, mais c'est pas la pire. Elle a fait 21,5. 21,5, ok. Par contre, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que là, on n'est pas dans la meilleure configuration. Ouais. Donc je pense que potentiellement, ça peut jouer à presque 10-15% par rapport à la meilleure configuration. Je pense que dans la meilleure config, on peut descendre sous les 20. Ouais. Bon bah voilà. Donc on va attaquer les tableaux. Les Voilà, chiffres, alors maintenant, on va passer tous ces chiffres à la moulinette du protocole Ioniq 28. C'est Alex qui va vous expliquer. Allez. C'est parti. Pour les résultats, on commence par mettre à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28. On reprend les 20 derniers essais plus celui d'aujourd'hui et on fait la moyenne pour la ville, la route et l'autoroute. Ce qui nous donne 9,4 kWh au 100 en ville, 10,2 sur route et 15,6 sur autoroute. Ensuite à ces moyennes, on va appliquer les écarts en pourcentage que l'on a obtenus lors de l'essai de la Mercedes EQE sur les mêmes tronçons, soit plus 73% en ville, plus 63% sur route et plus 39% sur autoroute. Ce qui nous donne les consommations suivantes, 16,3 kWh au 100 km en ville, 16,7 sur route et 21,7 sur autoroute. En tenant compte de ces consommations et de la capacité utile connue de la batterie de la Mercedes EQE, soit 90,6 kWh, cela nous donne les autonomies suivantes. 556 km en ville, 543 sur route, 418 sur autoroute, mais également 292 km entre deux points de recharge sur autoroute, entre 80 et 10%, car on le rappelle, il n'est pas pertinent de charger au-delà de 80% sur autoroute, car la puissance de charge baisse, passé 80%. Lors de notre essai, l'ordinateur de bord nous a indiqué avoir consommé 36,06 kWh. On a ensuite rechargé la voiture à 100% sur notre borne monophasée 7 kW, et la borne nous indique avoir envoyé 41,38 kWh à la voiture. Il y a donc un écart de 14,8%. Il est normal d'avoir un écart car le rendement du chargeur embarqué n'est pas de 100% et l'ordinateur de bord peut être plus ou moins juste. Si on applique cet écart à notre consommation mixte, on passe de 18,3 à 21 kWh au 100 km. Ce qui place la Mercedes EQE à l'avant-dernière place de notre classement actuel.
Elle se classe d'ailleurs entre la MG ZS et la Volvo XC40. Elle est pénalisée par des consommations excessives en ville et sur route, principalement liées à son poids élevé et ses jantes de 21 pouces. Concernant les voitures les plus rapides pour parcourir 1000 km, elle fait une bonne performance en se classant à la 3ème place de notre classement actuel, avec un temps de parcours de 10 h et 8 minutes grâce à un temps de charge maîtrisé. Et justement, en parlant des temps de charge, si on les met en lien avec la consommation moyenne sur autoroute, on peut calculer une vitesse de charge en km par heure, ce qui donne 531 km/h pour le QE, ce qui est équivalent à une Tesla Model Y. Lors du test du frein régénératif où l'on mesure la distance pour passer de 80 km/h à l'arrêt complet, le QE l'a effectué en 130 mètres, ce qui la place à la 5ème place de notre classement actuel. Tous ces résultats sont à retrouver sur notre site lachaînev.fr. Vous pouvez d'ailleurs voter sur notre site afin de sélectionner les voitures que vous attendez le plus sur la chaîne. Bon, et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, Un petit like. un petit like. Alors ça, c'est vraiment parce que ça fait plaisir. Ouais. Voilà, c'est tout. Voilà. Abonnez-vous, ça c'est pour qu'on soit crédible. Voilà. Un commentaire parce qu'on aime bien échanger avec vous. Et si vous posez une question en commentaire, on y répondra, c'est absolument certain. Si vous avez une QE, au cas où vous soyez un chanceux à avoir une QE, vous avez des consommations différentes de celles qu'on a rencontrées, indiquez-les nous en commentaire. Surtout si vous avez une version normale avec les petites jantes, bah dites à combien vous tournez environ, même si bon voilà, c'est hors protocole, mais c'est pas grave, donnez un petit peu vos chiffres. Bon bah, voilà, et vous retrouverez bien sûr le QE un jour dans un Autopilot Challenge. On a tourné la séquence. Et donc on attend maintenant d'avoir 4 voitures qui sont passées au Autopilot Challenge pour pouvoir faire une vidéo complète. Donc là c'est la première des 4 pour le moment, donc les 3 prochaines sont à venir, on ne sait pas encore lesquelles ce sera. Allez, bah merci, et puis salut. Allez, à la prochaine. Je m'en fous, je supprimerai la vidéo si je vois qu'il y a ce passage dans la vidéo. Putain, la pression, il a un droit de veto, si vous voulez que je vous dise.